Il y a des rencontres qui mettent du temps à se faire, mais qu'on sent juste dès qu'elles arrivent. Depuis plus d'1 an, son nom revenait dans nos conversations. Des invités, des proches, des voix bienveillantes nous disaient « Vous devez l'écouter, vous devez l'inviter ». Alors on a écouté. Et aujourd'hui on est fiers, émus, heureux de la recevoir. Nadège Erika est une autrice et une travailleuse sociale. Une femme dont le parcours marqué par l'injustice et les silences est devenu une force, un socle, un appel à la dignité. Elle a repris ses études à 30 ans. Elle a choisi d'accompagner les autres quand personne ne l'avait fait pour elle. Puis elle a écrit pour déposer ce qui pèse, pour faire entendre ce qui fait mal, pour que celles et ceux qui traversent l'ombre sachent qu'ils ne sont pas seuls. Ses mots sont bruts, justes et sans détour. Ils ne cherchent pas à adoucir le réel, mais à le montrer tel qu'il est. Elle interroge, elle bouscule, le rôle des mères, le poids des institutions, l'absence d'écoute et l'absence d'empathie. Et toujours, il y a Paris. Pas juste un décor, un personnage, une ville qui bat dans chaque ligne, comme un cœur dans ses histoires. Recevoir Nadège, c'est écouter une voix précieuse, une lumière qui connaît la nuit et qui choisit malgré tout de tendre la main aux autres. Nadège Erika, bienvenue chez toi, dans Au cœur des choses. Merci Karina, merci beaucoup. Je sais pas, je crois que l'ingé son va être gêné par mon cœur qui bat trop fort. Je suis très, très émue. Merci Samy, merci à tous les deux de me recevoir. Et merci pour cette introduction. Eh ben, merci à toi. rien. Salut Nadège. Bienvenue chez toi. On est super contents de te recevoir. Je suis contente d'être là. Tant mieux, parce que nous aussi. Ce serait dommage qu'on soit pas contents et qu'on soit tous les trois coincés ici. Bon, alors, on va commencer avec l'enfance, comme d'habitude. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle enfance as-tu eue et dans quel contexte as-tu vécu ? Ça, c'est une des raisons qui faisait que j'avais un petit peu peur de venir à votre rencontre, parce que quand je viens quelque part, quand j'accepte une rencontre et un dialogue, je m'impose de dire la vérité. Et je pense que j'ai eu une enfance un peu mouvementée, un peu heurtée. Donc je me demandais comment j'allais te le dire, surtout à toi, une enfant. En fait, je pense que c'est très simple à dire. J'ai eu une enfance compliquée, douloureuse. Voilà, c'est ce que je voulais pas dire, parce que je déteste me plaindre, mais je pense que j'ai le droit de dire que c'était une enfance douloureuse, relativement solitaire en dépit d'une fratrie importante. À ce jour, on est 5 enfants, on a été 6. Et quand j'étais petite, j'ai un petit frère qui a 16 ans de moins que moi. Donc pendant longtemps, on était 4. Et on est 4, chaque enfant est de pères différents. Donc on a été 6 enfants, 6 pères différents. Donc c'est très singulier, c'est pas comme tout le monde. Et c'est difficile pendant l'enfance de pas être comme tout le monde, surtout que ses pères n'étaient pas là, ses autres parents n'étaient pas là. Et me concernant, je déteste parler au nom de mes frères et sœurs, mais moi, ça m'a fait défaut. Donc j'ai eu une enfance relativement éprouvante. En revanche, j'avais la chance d'avoir une grand-mère hors du commun, une femme de devoir qui nous aimait beaucoup, tous. Et puis, ce que tu peux imaginer quand je te parle de mon enfance et du nombre de pères, etc., qu'on avait, c'est-à-dire que j'avais quand même une mère qui était un peu fantaisiste. Et cette fantaisie ne nous apportait pas que des désagréments. Donc, on pouvait se marrer. C'était quand même assez la fiesta. Tu te doutes bien que, vu les choix de vie qu'elle a fait, c'était un peu la fiesta. Donc, il y avait ça. Il y avait quelque chose de très désordonné d'un côté, et les enfants aiment à certains égards le désordre. Et d'un autre côté, quelque chose chez ma grand-mère. Je vivais une partie de la semaine chez ma grand-mère, une partie de la semaine chez ma mère. Et chez ma grand-mère, c'était très très strict, mais très rassurant. Même aujourd'hui, une fois adulte, je suis pas ennemie d'un petit peu de cadre et d'autorité. Pas d'excès, mais je trouve que le cadre, c'est très important. D'accord. Ça va comme réponse ? Oui, Ouais. c'est parfait. Ok.
Quels souvenirs te reviennent quand tu penses à cette époque? Les allers-retours, beaucoup. Les allers-retours de Belleville chez ma grand-mère à Port-de-Montreuil chez ma mère. Beaucoup, en marchant. Bon, j'avais des tickets de métro, mais je sais pas, soit je les perdais, soit je les oubliais chez l'une, soit je les oubliais chez l'autre. Et de toute manière, j'aimais beaucoup marcher. Et donc ça, c'est quelque chose qui me marque beaucoup, qui m'a beaucoup marqué. Les trajets comme ça d'un bout à l'autre de l'arrondissement. Surtout qu'avec les petites jambes d'une enfant, un arrondissement, c'est un continent, quoi. Donc, j'avais l'impression toujours traverser des longues distances pour mon plus grand plaisir. J'ai des souvenirs moins heureux qui sont ceux de la scolarité. J'aimerais dire j'ai détesté l'école ou je détestais l'école, mais je crois que je déteste l'école. Un jour en librairie, une lectrice m'a demandé pourquoi, dans la mesure où je parlais de mon enfance, j'ai pas parlé de ma scolarité. Et l'histoire, c'est que je trouve que les enseignants sont déjà suffisamment maltraités dans notre société et pas reconnus pour que moi j'en rajoute une couche. Parce que si je parle de l'école, c'est vraiment... Je trouve que l'éducation nationale telle qu'elle est faite aujourd'hui, c'est une machine à broyer. En tout cas, moi, elle m'a broyée. Je me suis reconstituée comme une espèce de petite mosaïque ou un puzzle, mais c'est un mauvais souvenir d'enfance, l'école, mais très tôt. Après, advient le collège, et c'est pas la même forme. C'est pas la même forme de scolarité. Au collège, je me suis beaucoup amusée, mais j'étais quand même pas très sage, pas comme toi, tu vois. Est-ce que tu avais de l'espace pour t'exprimer chez toi? Tu veux dire un espace de parole? Est-ce qu'on était très écoutés ou est-ce qu'on avait un espace géographique, un endroit à nous? Non, pour t'exprimer Ah oui, un espace de parole. chez toi, oui. À la fois, j'ai envie de te dire que non, mais tu sais, moi, j'étais dans une famille où, et je pense pas que si j'étais la seule, mais les enfants parlent pas à table. Et puis les enfants parlent presque pas d'ailleurs. Enfin, nos avis comptaient pas spécialement, j'ai l'impression. Et mais je prenais la parole quand même. Ça m'était égal. Je pense que quand j'avais envie de dire quelque chose, je le disais, quel que soit le coup. Et je crois que je suis restée celle-là en grandissant puis en vieillissant. Mais je le dis pas, je le déplore pas. Je pense qu'on n'y avait pas beaucoup d'espace pour notre parole parce qu'on était aussi nombreux. On était beaucoup d'enfants élevés par une grand-mère qui avait déjà fait son boulot de mère, donc qui était certainement fatiguée. C'était le désordre aussi à certains égards. Et puis chez ma mère, oui, il y avait un espace de parole, mais dans tous les sens. Je sais même pas comment te le dire. C'est complètement chaotique ma pensée quand j'imagine espace de parole chez ma mère. Et encore une fois, je le dis pas comme une attaque, je le dis comme je le ressens, comme ça me revient là, tu vois. Oui. Quel adulte t'a le plus marqué quand tu étais petite? Ah ben, ma grand-mère, je crois. Ma défunte grand-mère, elle est plus de ce monde, paix à son âme, mais je pense que c'est ma figure d'attachement parental la plus forte, la plus forte à tous les sens du terme, celle qui m'a le plus marquée, qui est le plus imprimée dans tout ce que je fais même au quotidien, mais la plus forte au sens aussi de la plus solide, la plus stable. Elle avait aussi ses défauts, comme Samy, comme toi, comme moi, comme tout le monde, mais elle était quelqu'un de très solide et il le fallait pour avoir 4 enfants à la maison qui ne sont pas les siens, qui sont les enfants de sa fille. Tous avec un caractère quand même assez affirmé. Donc, elle m'a beaucoup marquée. Et puis, à d'autres titres, elle était très exemplaire. Elle était très appréciée dans le quartier, dans l'immeuble, dans la cité. Elle était très aidante pour beaucoup de gens. D'ailleurs, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais très tard dans ma carrière, j'ai réalisé que je sais pas comment expliquer, comme si je l'avais toujours su, mais ma grand-mère, elle travaillait à l'aide sociale, au bureau d'aide sociale
de Paris 11e. Et il me semble que c'était rue du Faubourg du Temple. Mais je suis pas sûre. Mais j'ai réalisé très tard pendant mon parcours professionnel que j'avais marché dans ses pas, en travaillant moi-même aussi à l'aide sociale et dans le service public un temps. Donc elle m'a beaucoup marquée, tu vois. Je vois. À quel moment tu as décidé de reprendre tes études? En fait, dès que je les ai arrêtés... j'ai arrêté avant la fin de la 3e. J'étais encore scolarisée, j'étais encore inscrite, mais je fichais plus un pied au collège. Mais en 3e, c'était une catastrophe. Quand ma grand-mère a quitté Paris, comme dans le livre Mon Petit, comme pour Naël. Donc en fin de 3e, on m'a orientée dans un truc, j'ose même pas imaginer, j'y pensais l'autre jour. On m'a orientée en couture sur cuir. Regarde-moi bien. Parce que je sais déjà même pas coudre, repriser une chaussette. Comment tu veux que je couse du cuir ou et surtout, quoi que ce soit, couture sur soi même, si j'ai pas choisi, je vais pas le faire. Donc j'ai décidé que je n'allais pas le faire. Et j'ai arrêté l'école, j'ai fait des petits boulots, des babysitting, du ménage. Et dans l'année qui a suivi mon interruption, des cours, j'ai voulu reprendre, mais j'ai pas été très aidée. Et j'ai pris que des murs, j'ai pas réussi à me réinscrire. Tu peux pas, enfin, à l'époque, il y avait pas l'école de la deuxième chance, il y avait pas toutes ces choses-là. L'école de la deuxième chance, tu connais? Non. J'espère que non, que tu connaîtras pas. Mais c'est des établissements où tu peux retourner, soit quand ça a pas marché, pendant ton parcours scolaire et que t'es déjà un peu âgé, soit quand t'es encore en âge d'être scolarisé, mais que le système ordinaire ne te convient pas. Des établissements comme ça, il y avait pas tout ça. Et donc ça m'a pas été proposé. J'en ai pas souffert. Je pense que j'ai eu une déception et puis je suis allée bosser. Il fallait bosser, je suis allée bosser. Il fallait des sous et puis c'est tout. Et je suis tombée enceinte très jeune aussi, après avoir rencontré celui qui deviendrait le père de mes enfants. Je suis tombée enceinte à 19 ans, donc j'avais plus le temps des regrets. Et en grandissant, les rencontres, je crois, beaucoup de rencontres. Rencontrer des gens qui avaient fait des études ou qui en faisaient me faisait très, très, très envie. Quand j'étais caissière aussi, il y avait une collègue qui était, elle, caissière à temps partiel parce qu'elle faisait ses études à la fac. Et j'attendais que les jours où elle travaillait parce qu'elle était à la caisse à côté de la mienne. Et j'attendais que ça, qu'elle vienne, elle, et qu'elle me raconte la fac, etc. Elle faisait de l'histoire de l'art. Et ça, c'était dans ma vingtaine. C'est un peu, comme aurait dit Jacques Brel, l'époque où on regrette d'avoir manqué l'école. Je commençais vraiment à comprendre que là, je m'étais plantée, quoi. Et donc, à 30 ans, je crois, je me suis inscrite à la fac dans un module qui s'appelle le DAEU, diplôme d'aptitude aux études universitaires. Et voilà. Au début, j'y allais avec mes fils le soir, en cours du soir à la fac, avec un gamin de chaque côté. Et puis ensuite, c'était difficile pour eux de venir au cours. Ils en avaient marre. Et puis une fois, ils se sont bagarrés à la fac. Mais ils étaient petits, hein. Donc j'ai eu trop honte et j'ai pris nounou et après j'avais plus de sous pour la nounou, donc j'ai continué en candidate libre. Et j'ai obtenu ça. Et ensuite, comment ça s'est passé avec l'équivalence du bac, j'ai pu travailler comme... j'ai oublié de te dire que quand j'étais caissière, on avait un entretien annuel, comme doit avoir ton papa au travail. Et quand on m'avait demandé ce que je voulais faire plus tard... Et j'avais répondu que je voulais être travailleuse sociale et le chef de service m'avait dit que je lui semblais un peu fragile pour devenir travailleuse sociale. Bon, je fais un gros big up quand même. Donc, avec le DAE en poche, donc l'équivalence du bac, je pouvais être auxiliaire. À l'époque, ça c'était... Je me demande si c'était pas les UPI, les unités pédagogiques d'intégration. On disait même pas
encore inclusion, c'était encore plus moche. On intégrait les enfants porteurs de handicap. Et j'ai beaucoup aimé. Et c'est ce qui m'a réconciliée pour partie avec les enseignants, pas avec l'éducation nationale, mais avec les enseignants, avec des enseignants. C'est que je travaillais au quotidien avec une équipe pédagogique et je te parle de ça il y a 15-20 ans et je suis encore pote avec certaines d'entre eux. Donc voilà. Et puis à force de travailler dans ce secteur, ça m'a pas suffi. J'ai voulu avoir un peu plus de responsabilité déjà. Et auxiliaire, je crois que j'avais fait le tour du métier. Donc j'ai passé un premier diplôme de travailleuse sociale qui était le diplôme de monitrice éducatrice et après celui d'éduc spé. Les deux par la VAE, validation des acquis de l'expérience, et les deux en candidate libre parce que je détestais encore l'école. Et il y a quelques années, j'ai voulu m'inscrire à la fac. Et un de mes fils est tombé malade, donc je m'étais inscrite en fac de psycho et j'ai dû avorter ce projet et ben j'ai toujours pas renoncé parce que j'entrerai en septembre prochain si tout va bien en master que je garde secret Trop pour bien. l'instant. Parce que je déteste faire des effets d'annonce et si je me plante après, si on se revoit dans un an que j'ai foiré mon M1. Mais non. T'inquiète pas, tu vas Voilà. l'avoir. Ah ben j'espère. J'espère bien que Tu nous diras c'était quoi quand tu l'auras eu. Ouais, exactement. Et puis si tu l'as pas, Je recommencerai comme à chaque fois. oui. Et ensuite tu nous diras c'est quoi. Exactement. Qu'est-ce que ton retour à l'école a fait en toi? Bah, c'était très stimulant. C'était très... Bon, c'était beaucoup de travail pour moi parce que vu que j'avais rien foutu en classe de 3e, qui me voyait pas au collège, j'avais le niveau 4e, quoi. Et donc, il y a un pas entre le niveau 4e et le niveau bac. Donc, j'avais beaucoup de travail et puis j'étais maman et j'étais seule. J'avais déjà quitté le père de mes enfants depuis un moment, donc c'était et puis il fallait gagner des sous, donc c'était fatigant, mais c'était très stimulant, c'était valorisant aussi. Mon entourage familial comprenait pas spécialement, on n'en parlait pas, et mon entourage amical, je dois dire que je m'en souviens pas. Je crois que je sais pas si c'est moi qui n'en parlais pas ou si les gens s'en foutaient, je sais pas. Ça m'a pas marqué outre mesure. Mais en tout cas, il était certain que j'allais jamais laisser tomber, quoi. Donc c'était vraiment, je me répète, mais c'est ce qui me reste, c'était très stimulant. Puis c'était des rencontres aussi. Et puis là aussi, c'était l'amorce d'une réconciliation avec les enseignants. Pourquoi choisir le métier d'éducatrice spécialisée? Ah bah ça, je me le demandais encore hier au boulot, figure-toi. Pourquoi j'ai choisi C'est difficile, c'est un métier difficile, parfois ingrat. Après, il y a beaucoup de belles choses, hein, mais on voit pas toujours le résultat du travail qu'on fournit. Les travailleurs sociaux dans l'ensemble ont aucune reconnaissance des autorités. Je sais pas si tu te... Ah bah non, t'étais toute petite pendant le confinement. Les soignants étaient salués, applaudis, à juste titre, et encore. C'est du pognon qu'il leur fallait, pas des applaudissements. Mais au moins, ils étaient reconnus. Les travailleurs sociaux étaient au boulot, mais ça, les caissières, les éboueurs, tous les gens qui ont travaillé ont été cités. Sauf nous, jamais, pas les travailleurs sociaux. La majorité d'entre eux étaient au boulot, quoi. Mais c'est pas grave. Et aussi, à la période il y avait eu une vague d'attentats il y a plusieurs années. Et pour remercier, nous, on était au boulot, nous qui travaillions dans les centres d'accueil d'urgence. On est au boulot alors que le président, je sais pas, c'était le jour des attentats du Bataclan, le président de la République avait dit personne sort de chez soi, tout le monde devait rester confiné à la maison. Et nous, on était obligés d'aller au travail, les soignants et nous, parce que nous, si on n'allait pas au travail, il n'y avait personne pour les enfants accueillis à l'aide sociale à l'enfance, donc on était allés au travail. Les pompiers avaient fait leur boulot de pompiers, tout ce week-end atroce, là.
Et quelques semaines après, on avait reçu des invitations pour remercier les agents du service public qui avaient été au travail pendant ce triste week-end, ce tragique week-end. Et à la télé, c'était un concert, en plus, je sais pas comment ça s'appelle, le concert sur les années 80, là. Star 80 ? Ouais, Star 80, je crois. On nous avait offert des billets pour ça, et c'était passé à la télé, disant que les pompiers et les médecins et le personnel infirmier avaient été invités à titre de remerciement pour leur valeureux travail, encore une fois à juste titre, pendant le week-end qui avait suivi l'attentat. Mais nous, on n'avait même pas été cités, tu vois. Donc je me demande pourquoi j'ai choisi ce métier. Vraiment. Vous, les aides sociales? Ouais, nous, les travailleurs sociaux, on n'avait pas été cités. Alors qu'on était au boulot aussi et qu'on était invités à titre de remerciement. Mais on n'avait pas été cités. Donc, c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi on choisit ce boulot. Mais c'est un boulot que j'ai essayé de quitter plusieurs fois et il a vraiment du sens pour moi. Je pense que déjà, très égoïstement... c'est un métier qui a quelque chose de réparateur chez moi, qui parle à l'enfant et la toute jeune femme que j'ai été, avec un parcours très heurté. Après, il faut faire très attention à la façon dont on se répare dans ces métiers-là, parce qu'on n'est pas là non plus pour se réparer sur le dos des autres. Donc, il faut avoir identifié quand même qu'on a des failles et quelque chose à réparer. Mais je trouve que c'est aussi un métier, encore une fois, très stimulant. Parce que ça a du sens, parce que tu sais, on parle beaucoup d'engagement. Nous, trois là, on s'est rencontrés sur Instagram, on s'est parlé sur Instagram. Sur Instagram, il y a beaucoup de comptes où les gens se disent engagés, solidaires, mais que dalle en fait. Engagés et solidaires, ça se dit pas sur Instagram ou sur un t-shirt, ça se dit le matin quand tu te lèves, qu'est-ce que tu vas faire d'engagé et de solidaire? Ben moi, c'est ça que j'ai choisi de faire. Il y a d'autres façons de s'engager et d'être solidaire, mais moi, c'est ça que j'ai choisi de faire, d'aller auprès de ceux qui sont les plus vulnérables et dont j'ai été, même si aujourd'hui, je suis plus confortable. Je ne sais pas si j'ai été très claire. La question, c'est pourquoi j'ai choisi ce métier? Oui, Ouais. c'est ça. Mais j'ai une question aussi. Oui. Est-ce que toi, quand tu étais petite, du coup, tu voyageais entre ta grand-mère et ta mère, mais est-ce que toi et tes frères et sœurs, vous étiez suivis avec des aides sociales aussi? Bah, une période de notre vie, on l'a été, ouais. Oui. Mais plus tard dans mon adolescence, ma mère a connu d'autres difficultés et là, elle a eu besoin que la famille soit accompagnée par un travailleur social qui venait régulièrement à la maison et dont je me souviens vaguement les contours physiques. Je me souviens que c'était un monsieur, il me semble qu'il avait une barbe. Et il fallait vraiment bien ranger la maison le jour où il venait. Ça, C'était c'est la vrai. maison de ta grand-mère ou de ta mère? De ma mère. Ma grand-mère avait quitté Paris à ce moment-là. D'accord. Est-ce que tu te reconnais dans les jeunes que tu accompagnes? Ah ben, dans certains, oui. Certains et certaines, j'allais dire certaines, mais certains et certaines. Et il y en a aussi d'autres en qui j'aimerais me reconnaître, mais qui sont loin dans le game, quoi. C'est un métier aussi où tu prends des sacrées leçons d'humilité, hein. Notamment là, le poste où je suis en remplacement, je pense à certains d'entre eux. Je travaille en ce moment avec des garçons, des garçons qui sont à l'aide sociale à l'enfance, qui ont un parcours de migration. L'un d'entre eux nous racontait avant-hier, on s'y attendait pas, c'était pas un entretien, c'était devant tout le monde et c'était un moment très informel, presque le goûter, quoi. Et il nous a raconté la fin de sa traversée méditerranéenne et c'était tragique, quoi. Et bon, ben, je peux pas me reconnaître, j'ai pas vécu le quart de la violence qu'il nous racontait à ce moment-là, mais je me sens de son côté, en tout cas, des gens sur qui la vie a décidé ainsi, le destin, la destinée, appelons-le comme on veut, a décidé que les épreuves seront costaudes.
Tu vois? Je sais pas si j'ai été claire. Je vois. Bon, maintenant, on va plus trop parler de l'enfance, on va plutôt parler de tes écritures et de tes intentions. Tu vois? Donc, on commence. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'exprimer ta colère et ton deuil dans un livre? Dans mon petit. J'écris depuis toujours. J'ai jamais eu envie, jusqu'à il y a très peu de temps, je me disais que j'avais jamais eu envie de publier. Et puis après, je me suis dit, est-ce que surtout je me suis autorisée à y penser une seconde? C'est peut-être ça aussi. Je sais pas. En tout cas, c'était pas un projet pour moi, une idée, un rêve de publier, mais pendant longtemps, au moins, quand je te dis longtemps, au moins jusqu'à la 45e, je sais pas, peut-être un peu avant, mais c'est sûr, jusqu'à la quarantaine, ça me foutait des hauts le cœur quand les gens me disaient, oh, tu devrais écrire un livre. J'avais l'impression d'être un peu un phénomène de foire, quoi. Au motif que j'avais vécu des choses difficiles, tu devrais écrire un livre. En plus, déjà, je déteste qu'on me dise tu devrais. Écris-le, toi, le livre, si t'as envie de l'écrire, quoi. Et comme je te disais tout à l'heure, un de mes enfants est tombé malade et il a été, comme beaucoup de gens en France, très maltraité à l'hôpital, très très maltraité. Et ça m'a ulcéré, ça m'a révolté. Et j'ai décidé que j'allais en témoigner. J'ai contacté plusieurs médias, une télé, deux radios, deux journaux. Et seule une journaliste radio m'a répondu, une fille de France Inter, Charlotte Perry, que je cite dès que je peux. Et ça, c'était en 2018. Et on n'a pas pu travailler tout de suite ensemble parce que déjà elle souhaitait que mon fils témoigne et il voulait pas, et moi j'ai pas voulu forcer, et elle, non seulement elle a pas voulu forcer, mais elle pouvait pas. Et puis plusieurs mois après, on s'est recontacté et on s'est dit c'était moi qui allais témoigner dans ma position de maman. Au début, je voulais pas témoigner à sa place, je voulais pas prendre la place du malade, mais j'ai pensé que je pouvais témoigner autrement, et Charlotte a pensé la même chose. Et donc, on a fait ça. Et c'était une émission sur Inter, à l'époque, je crois que ça passait, je sais pas si c'est quand ça passait, le samedi après-midi ou le samedi soir. Bref, et c'était par épisode, c'était 2 épisodes. Et un dimanche, j'arrivais pas, j'ai raconté plusieurs fois, mais j'avais une insomnie, j'ai allumé la radio et je suis tombée sur le replay de l'émission dans laquelle j'avais raconté ma vie. Alors que, comme je t'ai dit tout à l'heure, avant l'émission, je m'écoute pas. J'écoute pas mes émissions. Je connais déjà ma vie. Je vais pas encore l'écouter. C'est comme si j'écoutais mes audiolivres, quoi. Donc, et là, sauf que là, je suis tombée sur cette émission et je l'ai laissé défiler. J'ai écouté ma vie. Et c'était un peu horrible et fascinant à la fois, parce que je me suis rendu compte que cette vie, je l'avais traversée, subie, endurée, et parfois appréciée. Mais en tout cas, que cette vie, elle était quand même costaude à encaisser, et que c'était une histoire à raconter. Et j'ai décidé qu'il faudrait en faire un livre. J'ai contacté, je pensais pas pouvoir l'écrire toute seule. J'ai demandé à un médecin que je connaissais, par rapport au terme du livre, ça me paraissait pas fou d'écrire avec un médecin. Finalement, qui a renoncé, et tant mieux. J'ai contacté une journaliste qu'une médecin m'avait indiqué, elle m'a laissé tomber, et je la remercie. Et j'ai contacté une autre journaliste qui m'a jamais répondu. Et c'est très bien comme ça. Donc je me suis dit, tu vas faire ce que tu fais toujours toute seule. Tu vas te débrouiller toute seule. Voilà, enfin, je me suis débrouillée toute seule comme on se débrouille toute seule quand on écrit un livre. J'ai écrit mon manuscrit, et puis après, il y a eu du travail éditorial avec la première maison d'édition avec qui j'ai travaillé. Mais voilà comment... Ta question, c'était quoi? Comment j'ai eu envie d'écrire un livre? Oui. Mais je crois que j'ai pas eu envie d'écrire un livre. Je crois que j'ai eu envie de dire des choses. Et la première fois, ça s'est fait par un podcast.
Et j'aime beaucoup, vraiment beaucoup les podcasts. Et quand les podcasts sont advenus, j'ai écouté très, très tôt des podcasts, même quand il n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, je me réjouis de l'offre, de la multiplicité de l'offre des podcasts. Mais si j'avais su faire un film ou un podcast ou que sais-je, ou de la chanson, peut-être j'aurais raconté mon histoire autrement. Là, j'avais la facilité à l'écrit, parce que j'écrivais beaucoup aussi avec ma grand-mère. Donc, j'ai écrit. Mais j'ai pas eu, je crois pas, ou alors j'occulte, mais je crois pas que j'ai eu envie d'écrire un livre. En revanche, une fois que j'ai eu fini la version 1 du manuscrit, ah oui, ça c'est sûr, j'ai eu envie d'être publiée et il était hors de question que ça se fasse pas. Et au bout de 6 mois sans éditeur, j'avais l'impression que l'horloge tournait. Et maintenant, quand je rencontre des auteurs ou quand je vois des témoignages, je me dis, mais 6 mois, c'était rien, quoi. Mais moi, il était temps que je rencontre quelqu'un pour me publier. D'accord. Et donc ensuite, c'est dans quelle maison d'édition que tu as fait, mon petit? La première maison d'édition, elle s'appelle les Livres Agités. D'accord. Et donc après, t'as trouvé les livres agités. Ouais. Et ils ont accepté de t'éditer. Ouais. Pas tout de suite en plus. Initialement, elle m'a reproposé un retravail, ce qui se fait, hein. Et j'étais pas. Attends, comment ça se fait? Ah non, elle m'a d'abord proposé un atelier d'écriture pour le retravailler, et je voulais pas faire un atelier d'écriture. Surtout que je l'avais déjà, enfin bref, j'avais déjà fait lire à mon manuscrit à quelqu'un, j'avais déjà eu des retours par des gens du métier qui ne voyaient pas ça du même œil. Donc j'avais besoin de réfléchir, et en tout cas, je savais que je repasserais pas par un atelier d'écriture, parce que c'est une maison d'édition qui fait aussi des ateliers d'écriture, mais j'avais pas du tout envie de ça. Et on s'est reparlé quelques mois après, et là on a conclu pour un travail éditorial des plus classiques. On a retravaillé, j'ai réécrit, je crois quand même que il y a eu quand même pas mal de coupes. On lui a fait une sacrée coupe de cheveux. On en parlait tout à l'heure avec ton papa, avec Samy. Ouais, on a gardé 2/3 de ma V1, de ma première version, et j'ai réécrit un tiers. Avec la première maison d'édition, ça s'est passé comme ça. D'accord. Ouais. C'est bien. Mais t'as réécrit un tiers du livre? Oui. Oui, d'accord. Ouais. C'était pour être sûr. Oui, mais t'as raison. Vaut mieux être sûr. Oui. Oui, parce que pendant un moment, j'ai cru que c'était la couverture que t'avais refaite. Ah non, la couverture de mon petit, j'ai eu beaucoup de chance. Je l'ai pas choisie. C'est la prérogative de la maison d'édition. Et quand je l'ai découverte, c'était une fête parce que je trouvais cette couverture sublime. Et la couverture de mon prochain roman, j'ai eu beaucoup de chance aussi, mais j'ai eu le droit de travailler avec l'éditrice et l'illustratrice. Et je la trouve aussi très, très jolie. Et c'est très confortable pour moi de pouvoir dire que les couvertures de mes 2 livres sont très belles, vu que c'est pas moi qui les ai faites. Je peux le dire en toute humilité, j'ai des couvertures de livres sublimes. Tant mieux, hein. Ah oui, je te le fais pas dire. Ça y est, c'est à mon tour. Moi, j'en oubliais presque que je devais participer tellement. Moi aussi, j'avais oublié que ça devait participer. Non, tellement je prends du plaisir à vous écouter, échanger toutes les deux. Vraiment, voilà, j'aurais pu rester en retrait. Je vais essayer de reprendre là où vous en êtes à peu près, mais après avoir écrit ton premier livre, Mon Petit, où tu racontes une partie de ton histoire, qu'est-ce que ça a changé en toi de raconter ton histoire? Quelquefois, j'ai l'impression que ça n'a rien changé du tout. D'autres fois, j'ai l'impression que ça a changé. C'est quand même une sacrée prise de pouvoir. Déjà, après, là, oui, je trouve que c'est une prise de pouvoir. C'est se réapproprier son histoire. Je crois que c'est Modiano qui dit ça. Écrire, c'est repositionner les cadres au mur, quoi, remettre les cadres droits au mur. Et il y a de ça déjà. Et puis c'est aussi une façon de dire, même si je me souviens que j'avais dit je veux pas laver mon linge sale en librairie, mais en fait pourquoi pas déjà. Je veux bien laver mon linge sale en librairie vu qu'on m'a laissé le laver nulle part ailleurs. Et c'est aussi une réponse à certaines personnes qui n'ont pas cru en moi, qui
c'est pas, en fait, j'ai même envie de dire, c'est pas que pour moi. Je l'ai écrit pour plusieurs personnes, pour des anonymes, pour des gens que je croise au boulot. Je me rends compte qu'une fois, la première fois que j'ai été invitée la deuxième fois que je suis passée sur France Inter, mais c'était la première fois en tant qu'autrice. Quelqu'un de l'équipe m'avait dit, par contre, il faut pas que tu sois la travailleuse sociale qui a écrit un livre. Tu es écrivaine. Mais en fait, non, je suis la travailleuse sociale qui a écrit un livre, maintenant 2, et c'est super. Et je l'éprouve depuis le deuxième roman. Je crois que je suis une travailleuse sociale à l'exercice quand j'écris mes livres. Je crois, et je crois même que je le veux, et ça me va très bien comme ça. Donc, tu peux me répéter la question déjà ? Est-ce que ça a changé en toi, le fait d'écrire ton histoire? Ça a changé le fait que quand on me dit il faut pas que tu sois la travailleuse sociale, je dis si, je suis la travailleuse sociale. Ça a changé le fait que je m'affirme pas plus mais autrement. Ça a changé. Est-ce qu'au fond tu dis pas la même chose mais avec un canal différent? Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. J'ai des embrouilles avec l'URSSAF, ça a changé ça en moi. Non, pas vraiment des embrouilles, mais j'arrive pas à faire mes déclarations et tout. Mais je suis pas encore en Florent-Pagny, hein. Ça va. Donc ça va, Mais ça a changé ça en moi, c'est la paperasse. Du Sud, alors. Ouais, c'est ça. Là, ça a changé la paperasse, ça c'est sûr. Mais je crois que ça a pas changé vraiment quelque chose en moi, ça a renforcé quelque chose en moi. Mais ça a renforcé tout, mes qualités comme mes travers, quoi. Je suis devenue beaucoup plus intransigeante, beaucoup plus exigeante. Je trouve qu'un livre c'est difficile à écrire, donc quand je rends mon travail, je veux que derrière les gens avec qui je travaille soient aussi exigeants avec eux-mêmes que je le suis avec moi. Et j'ai de la chance pour le moment d'ailleurs, mais ça a renforcé aussi ma capacité à apprécier ce que je reçois de bon en dépit de l'adversité sans cesse renouvelée dans mon existence, quoi. Ça a changé ça, et puis ça a changé aussi mon paysage puisque j'ai des rencontres, je fais des nouvelles rencontres. Oui, je pense que je peux dire ça. Je me répète, mais ça a majoré des choses, ça a majoré mes tendances. Ça n'a pas vraiment changé. Je sais pas comment t'expliquer. Je sais pas. J'étais devenue. J'étais déjà solitaire, par exemple. L'écriture, ça majore un peu l'appétence à la solitude, mais j'étais déjà très solitaire. Ça a changé si ça a changé quelque chose, ça a changé mon regard sur mon histoire. Je m'étais pas rendu compte, peut-être heureusement, de la violence de l'histoire que j'ai vécue. Et je la redécouvre encore à la fin, là, il y a pas longtemps, pas pendant l'écriture, mais pendant les corrections de mon deuxième roman. Donc il y a quelques mois, quelques semaines, je me souviens même plus. Je me suis dit, mais putain, mais c'est pas possible d'être passé par tout ça et repasser par ça. Ça a changé ça. Mais il y avait déjà cette amorce avec l'émission de radio que j'avais entendue. De te dire, ah oui, j'ai vécu... Heureusement que quand tu sais, on parlait d'Ardèche tout à l'heure, et quand on descend les gorges de l'Ardèche, avant de monter dans le petit bateau, là... le moniteur dit si vous tombez on dit quoi, l'embarcation, si vous tombez de l'embarcation, vous vous débattez pas, vous vous laissez aller, vous vous laissez porter avec votre gilet. Et moi j'ai un peu fait ça dans la vie, je me suis battue mais pas débattue. Et en témoignant dans cette émission et en écrivant ces livres et en devant les relire pour les corrections, je me suis rendu compte que ça avait été violent, quoi. Il y avait eu du courant, quand même. C'est le sentiment qu'on a en te lisant, c'est que t'as fait ce que t'avais à faire. Ouais, exactement, je suis d'accord. Sans poser plus de questions, mais t'as toujours été au rendez-vous, t'as toujours été présente pour tout et tout le monde, et t'as juste fait ce que tu avais à faire. Je suis la petite fille de ma grand-mère. Je fais ce que j'ai à faire. J'essaye, hein. Même par contre, j'ai appris à dire stop aussi quand je peux pas, et de toute manière la santé à un moment on le dit, mais
même écrire ces 2 livres, c'est faire ce que j'ai à faire. Le premier manuscrit, je l'ai rendu le premier manuscrit réécrit, donc la V2, je crois, je l'ai rendu en avance. Et récemment, une des filles de la maison d'édition actuelle m'a dit « Ah, t'as déjà fini ?» Et en fait, je suis très rigide. Je fais ce que j'ai à faire. Je veux vraiment... Quand je dis que je vais faire quelque chose, il faut absolument que ce soit fait. Et c'est insupportable parce que... j'ai même peur de crever avant d'avoir fait ce que j'avais dit que j'allais faire, quoi. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, par exemple, je dis pas ce que je vais faire comme étude ou quoi, au cas où je vais pas jusqu'au bout. Et oui, j'aime bien faire ce que j'ai annoncé, quoi. Et ce que je crois devoir faire. Après, quand je mets un stop, quand je dis je le ferai pas ou je le ferai plus ou je me force plus. Je donne pas la papate non plus, tu vois. Non, c'est pas le sentiment qu'on a. caractère. On a le sentiment que tu te poses pas la question, est-ce que c'est dur, trop dur, pas dur, s'il y a un truc à faire. Ouais, non, ça, je me pose pas la question. Mais j'ai pas le choix. C'est comme, tu vois, quand on te demande comment ça va, si tu prends la peine de dire vraiment la vérité, déjà, ça fait le temps du podcast. Et moi, j'apprends. J'ai même pas le temps j'ai pas le luxe de me demander comment ça va. Et là encore, je le dis sans plainte, c'est comme ça. J'ai eu cette vie-là, c'est comme ça. Mais donc, tu te vois plus en travailleuse sociale, en aide sociale, qu'en écrivaine? Oui. Okay. Alors déjà, parce que j'ai été beaucoup plus longtemps aide sociale, comme tu dis, que écrivaine. En termes d'années, ça fait écrivaine, ça fait... à la date, ça fait 2 ans qu'il est paru, mon premier roman, tu vois, qu'il a paru. Oui. Donc, ça fait 2 ans que officiellement je suis écrivaine. Si on compte le temps de l'écriture, ça fait 3 ans et demi, 4 ans, quoi, tu vois. Alors que ça fait plus de 20 ans pour l'aide sociale, pour le travail social. Et je pense que si je devais quitter le monde de l'édition, ne plus écrire... Déjà, dès le premier livre, je m'étais dit, mais peut-être que j'en réécrirais pas. Et là, j'ai autre chose que j'ai envie d'écrire, mais je m'imagine pas écrire toute ma vie. Alors que le milieu de l'aide sociale, j'ai déjà essayé de quitter le secteur plusieurs fois et à chaque fois, c'est vers ce métier que je reviens. Après le confinement... Non, avant le confinement, j'avais quitté l'aide sociale. J'avais d'abord démissionné de la fonction publique. Après, j'étais allée travailler dans une association on n'en parlera pas, mais dont je suis partie aussi. Et j'avais dit là, le travail social, j'arrête, c'est se foutre du monde. Il y a trop de carences, il y a trop de... En plus, moi, j'étais à l'aide sociale à l'enfance. Les enfants sont pas écoutés, c'est insupportable. Je veux pas participer à cette mascarade, etc. J'arrête l'aide sociale. Et en fait, je sais même pas si j'ai attendu 6 mois ou 1 an pour que ça me manque et je devenais folle, en fait. Et un soir, j'allais marcher, je faisais un tour du quartier comme ça, comme une espèce de furie pour me détendre un peu. Et je me disais, il faut que je recommence, il faut que j'y retourne et tout. Et j'ai appelé une amie et collègue et je lui ai dit, non, mais en fait, je vais reprendre le social. Et elle m'a dit, ah, mais on cherche des bénévoles. Et tu veux pas venir dans un gymnase à Gagny on héberge des Afghans dans un gymnase à Gagny, on a besoin de bénévoles. Et le lendemain, j'y étais. Et le deuxième soir, je suis rentrée du gymnase à Gagny. C'est loin de chez moi, c'est dans le 93. Et j'étais dans le train, là, en rentrant de Gagny. J'étais crevée et contente. Et je me suis dit, mais ma pauvre folle, tu te rends bien compte que là, t'es en train de faire gratuit ce que tu voulais plus faire salarié, quoi. T'as un problème. Donc, je sais que travail social, ça va me durer encore longtemps. L'aide sociale, comme tu dis. Et je le fais de mon mieux. Je le fais pas le mieux, mais de mon mieux. Oui. Mais c'est quoi des Afghans? C'est des gens qui viennent d'Afghanistan. Ah, on dit des Afghans? On dit des Afghans, hein? Ouais. Oui. Ah, je savais pas. Ah bon, Et il y a en plus, il y a un de ces messieurs qui s'appelait, je crois,
Naïmoula, je crois. Et c'était pendant la période, pas du confinement, mais comment ça s'appelait, le couvre-feu. Et on n'avait pas beaucoup de gants et de masques. Et eux, c'était quand même ils sont très précaires, encore plus précaires que les précaires qu'on connaît ou qu'on a été nous-mêmes. Et à mon dernier jour, il m'a offert un cadeau, ce monsieur, dans une enveloppe. Et il m'avait offert un masque et des gants. Oh mon Dieu, je suis émue rien que d'y penser parce que, en fait, lui, il avait rien. Il avait pas de maison, il avait pas d'habits, et il avait plus de pays pour le moment parce qu'il pouvait plus retourner en Afghanistan. La France avait pas encore dit si elle voulait de lui, je sais pas ce qu'il est devenu. Et il m'a donné quelque chose quand même de précieux, quelque chose pour se protéger de la maladie. Ça fait que je vais toujours. Je sais pas si je peux être aussi utile avec mes livres que avec des Afghans, par exemple. Avec ces Afghans-là, en tout cas. Avec des gens dans le besoin. Moi, j'ai encore d'autres questions, mais je pense que c'est aussi le moment de la surprise. On t'a dit avant l'épisode qu'on avait une surprise pour toi. Donc, c'est le moment. Bonjour, Nadège Erika. C'est pas un enregistrement. Nadège? Ah, c'est au téléphone? Ah oui? Oui, est-ce que tu m'entends, Nadège? Comment ça va? Bien. Moi, je suis contente parce que j'avais peur. Non, c'est pas un enregistrement qu'on te faisait écouter. Je croyais que c'était un enregistrement. Bon, tu sais où je suis. Oui, et avec qui tu es, surtout. Oui, tu sais avec qui je suis, tu sais comment j'ai connu cette petite personne et cette grande personne. Enfin, en vrai, c'est deux grandes personnes. Il y a une grande personne de petite taille ici. Hein. Je suis avec Kara et Samy. Et un technicien adorable et aussi silencieux qu'adorable. Mais j'ai entendu tout depuis le début. Elle est connectée depuis le début, en fait. Vous êtes horrible. Bon. Et je suis ravie de t'avoir au téléphone, mais c'est drôle. Et voilà, j'avais raconté à Samy, on est venus ensemble, et j'ai raconté à Samy, mais peut-être je t'avais déjà dit par écrit que c'était par Kara que j'avais connu, oui. Ouais, que j'avais connu ton podcast. Quand t'avais été invitée d'ailleurs, Kara. Oui. Ouais. Je me doute. Et je m'étais dit, en fait, j'avais été, oui, parce que tu l'avais posté, et je m'étais dit, on va enfin écouter Kara parce que elle passe sa vie à poser des questions, mais elle se raconte pas beaucoup, quoi. Donc c'était l'occasion de la choper un peu, et c'était à la hauteur, je trouve. Tu t'en souviens? Oui. Tu t'en souviens, toi, Kaina, quand vous avez de l'épisode de Kara? Ouais, l'épisode de Kara. Ah oui, je m'en souviens très bien. Moi aussi, je m'en souviens très bien. Alors, tu sais qu'aujourd'hui, c'est moi qui suis invitée pour te poser des questions. Et donc, je suis très heureuse d'être là, même si c'est par téléphone. Parce que géographiquement, je suis un peu très loin de la région parisienne, mais ça me tient à cœur. Oui, okay. Vacances écriture, mes vacances. D'accord, ok. Donc, moi aussi, j'ai des questions pour toi. Vas-y. Est-ce que ça te va? Ah oui, avec plaisir. Bon, allez, j'y vais. Oui. Alors, dans mes questions, tu sais très bien que je vous vois mes invités, donc je vais te vous voyez. Donc, Nadège Erika, dans les deux romans, vous parlez de votre parole qui n'a pas été prise en compte par les institutions. Écrire est-elle une façon de reprendre cette parole? Et surtout, est-elle prise en compte à la hauteur de ce que vous espériez? Oui, écrire est une façon de reprendre cette parole, de garder la parole et de la graver dans la roche, comme dirait Sniper, et de pas donner le choix aux gens qui n'ont pas voulu entendre. Il n'y a plus le choix là, parce que de toute manière c'est écrit, et si eux le lisent pas, d'autres le lisent. Et d'ailleurs, concernant l'institution médicale, il y a des médecins qui m'ont écrit après la lecture de mon petit. Et c'est une des choses qui m'a beaucoup touchée. Mais néanmoins, vous pouvez, pardon, madame Kara, tu peux me répéter la deuxième partie de la question? Donc, est-ce qu'écrire, c'est une façon de reprendre la parole? Oui. Et surtout, est-ce qu'elle a été prise en compte? Est-ce qu'elle a été prise en compte? Alors, oui. Mais je peux pas dire le contraire parce que surtout que mon petit était très bien accueilli.
Cependant, il y a quelque chose auquel je m'attendais pas et qui m'a heurtée, mais ça, c'est que entre moi et moi, c'est que j'ai réalisé que je prêchais que des convaincus. En fait, il y a jamais, il y a, il y a jamais quelqu'un, il y a jamais quelqu'un qui n'est pas de mon avis qui va lire mes livres. Il y a jamais quelqu'un qui connaît pas quelqu'un qui se fout. Enfin, je peux avoir quelqu'un qui connaît pas le parcours d'une femme racisée, mère seule, endeuillée, je peux avoir quelqu'un qui a pas vécu tout ça, qui aime, qui apprécie mon livre, mais il y a jamais quelqu'un qui se sentira pas, comment t'expliquer? Un gros droitard, il va jamais lire mon livre, je vais convaincre personne. Un médecin qui continue dans son couloir à croire qu'il a toujours raison et que le syndrome méditerranéen, ça existe et que les femmes racisées et afro-descendantes se plaignent pour rien, ça existe. Il pensera que son confrère a fait son boulot et a fait ce qu'il pouvait et que c'est un aléa thérapeutique, comme ils appellent ça, quoi. Tu vois. En fait, je prêche que les gens qui sont déjà d'accord avec moi avant de lire mon livre. C'est ça qui me chagrine. Je sais pas si je suis claire dans ma réponse. Non, mais c'est très très clair et je pense qu'à différents endroits, chacun l'expérimente de son côté. Donc non, je pense qu'on comprend très bien. Mais moi, j'aimerais bien savoir ce que les quelques médecins vous ont dit. Ah, il y a un médecin qui m'a écrit qu'il avait honte de son confrère. On m'a beaucoup écrit ça. Et qui écrit aussi je sais pas quelle est sa spécialité, mais elle est médecin dans le sud de la France. Mais en fait, ouais, ils me disent tous que c'est honteux ou pourquoi. Ils m'ont pas posé des questions. Bah déjà, tu sais, dans mon petit, le rapport d'autopsie, c'est le vrai à 2 mots près. J'ai rajouté enlevé un mot et rajouté un mot, mais c'est le vrai rapport d'autopsie. Donc, ils ont pas grand-chose à dire, les médecins, à part qu'ils sont désolés, qu'ils ont honte de leur confrérie. Après, ils s'étalent pas beaucoup non plus. Hein. C'est très rare qu'un médecin dézingue un autre. On le sait, ça. Mais j'ai quand même eu, je dirais 400 témoignages de médecins et ça me va droit au cœur. Et une infirmière. Tu vois, je connais même le nombre tellement c'est peu, mais ça me touche. Ça reste beaucoup. précieux. Ouais. Dans un des passages du livre, vous nous demandez à nous, lecteurs, d'imaginer Sisyphe crevé. Qu'en est-il de Nadège en Sisyphe aujourd'hui? Comment va Nadège? Ouais, ça, c'est une question que je me pose pas. Moi, je la pose. J'y vais, tu vois. Je vais pas, mais il y a pas de je vais pas ou je vais, j'y vais. Et c'est plutôt, à la limite, je vais plutôt faire le constat le soir. Ce soir, aujourd'hui, ouais, ça a tenu, tu vois. Mais je peux pas me poser cette question. J'ai pas ce luxe. Et je crois qu'aujourd'hui même. Ça n'a même plus de sens pour moi, je crois. C'est évident que normalement, je vais mal. Tu vois ce que je veux dire? Alors. T'es toujours crevée? Moi, je suis souvent fatiguée. En plus, je suis très, très insomniaque. Là, ça fait quelle heure il est? Ça fait longtemps que je suis réveillée, là. Ça fait vraiment longtemps. Et en plus, comme on est en studio, je suis un peu coupée du jour, donc je sais pas trop quelle heure il est. Ouais, je suis souvent crevée. Mais ça va, hein. Je survis. On en rit. Ouais, comment... C'était quoi? Mieux vaut en rire de peur d'être obligé d'en pleurer? On a droit encore de citer Gainsbourg ou pas? Oui. Le roman est dédicacé à vos fils, à vos frères, à vous, pour que la honte change de corps. Mais quand vous écrivez ces mots, vous adressez-vous uniquement à ces hommes racisés, à ces corps-là? Ou est-ce que ça appelle aussi l'autre camp? Ah, ça appelle l'autre camp. J'aurais tellement aimé que mes livres puissent faire réfléchir. J'en reviens à ce que je disais. J'aurais tellement aimé que mes livres puissent faire réfléchir ne serait-ce que 2-3 personnes et se dire, oui, on a merdé à tel moment de notre existence. Pas forcément en termes d'erreur médicale ou quoi, mais
on vous regarde pas, ou alors même, j'aimerais bien qu'un peu quelqu'un de la bourgeoisie se dise, si on les abat tous un par un, soit par des erreurs médicales, soit, c'est un peu trash pour Kaina, mais si c'est notre réalité aussi, si leur vie compte si peu à ces gens-là, on n'aura plus de larbins, en fait, on n'aura plus de femmes de ménage. Faut qu'ils soient un peu pragmatiques, les dominants. Si nous terminent tous, et ils vont devoir faire le boulot tout seuls, quoi. Donc, si mes livres peuvent au moins les faire réfléchir à ça, s'ils peuvent laisser au moins les nôtres en vie, au moins pour leur servir de larbin, ce sera une bonne idée, quoi. Parce que oui, donc en ce sens, ça s'adresse à l'autre camp, et voilà. Et le fait que ce soit dédicacé à mes fils et à mes frères, à la fois c'est éloquent, à la fois ça va sans dire, et quand on a les livres, et à la fois j'ai pas envie de m'étendre plus, mais et le fait que je dédicace le livre à moi, c'est aussi parce que j'aurais pas quand même l'outrecuidance de dire que je me suis faite toute seule, mais je me suis quand même refaite toute seule. Ça, je me suis pas faite toute seule, on m'a défaite et je me suis refaite toute seule, ça c'est sûr. Donc je me dédicace mon livre, et j'aurais dû me dédicacer le premier aussi. me dédier le premier aussi. C'est pas trop tard. Ouais, exactement. Dans le roman, à un moment donné, votre fils et vous êtes face à une décision judiciaire où la conclusion est classement sans suite. Oui. Et vous dites, je n'avais rien à ajouter à la décision de ce procureur, je n'avais rien à dire à un représentant de la loi française. Et pourtant, quelques lignes plus tard, vous écrivez, le procureur ment. La justice de France est une sale menteuse. Face aux coups, aux injures, à l'humiliation et la terreur, sans suite, cela n'existe pas. Un échec scolaire constitue une suite. Un trouble anxieux constitue une suite. Un trouble psychotique constitue une suite. Le stress psychotraumatique constitue une suite. Un trouble relationnel et de l'attachement constitue une suite. Un trouble du comportement alimentaire constitue une suite. Un trouble des conduites constitue une suite. Une conduite addictive constitue une suite. Toute forme de somatisation constitue une suite. Un risque suicidaire constitue une suite. La reproduction de la violence, l'identification à l'agresseur constitue une suite. Sur ma vie, les classements sans suite, je n'y crois pas. Nos plaintes sont certes classées, mais avec ou sans justice, la suite advient toujours. Oui, je suis d'accord avec moi, et j'ai rien à dire. Bien sûr, j'avais rien à dire au magistrat, rien à dire au procureur. Je parle de la justice, je réponds pas au magistrat à ce moment-là. Et c'est la même chose. Si ces dominants ne nous considèrent pas, et qu'ils puissent au moins finir leur phrase. Sans suite, ça n'existe pas en fait. Soit ils disent sans suite judiciaire, ou sans suite selon nous, ou sans suite on vous emmerde, mais ce n'est pas sans suite en fait. Là, je cite seulement quelques conséquences d'affaires classées sans suite après des agressions, après je ne sais quel délit que l'on peut subir, après enfin, je veux dire, on est nombreuses et aussi nombreux à avoir subi des choses graves, des coups, des violences de toute forme, avoir eu à porter plainte et que ce soit classé sans suite. Mais c'est pour eux, en fait, c'est pour les dominants qu'il n'y a pas de suite. Pour nous autres, il y a des suites. Il y a des suites, et pour la société, de toute manière aussi, il y a des suites. Parce qu'après, ces gens-là, dont les plaintes n'ont pas de suite, on les retrouve, en l'occurrence en psychiatrie. Moi, je les retrouve à l'aide sociale au travail. Les collègues du pénitentiaire, les travailleuses et travailleurs. Enfin, moi, j'ai des copines qui travaillent en détention. On retrouve des gens à qui on n'a pas donné de suite à la plainte. Parce que il y a justement ça, la reproduction de la violence, l'identification à l'agresseur. Ça n'existe pas sans suite. Il y a toujours une suite. C'est sans suite pour le dominant, en fait. C'est sans suite à date. C'est sans suite pour le moment. Mais il y a toujours une suite à la violence. Il y a toujours une suite à la violence à laquelle
la justice décide de ne pas répondre. Moi, ça me fait penser que vous veniez de dire à Kaina que l'école nationale est une machine à broyer. Dans vos deux romans, dans le premier, c'est l'hôpital normal, entre guillemets. Dans le second, c'est l'hôpital psychiatrique. Dans le second, c'est aussi la justice, qui sont quand même trois institutions qui sont des machines à broyer. Et ma question est, comment Nadège en sort indemne de cela? Et est-ce qu'on peut sortir indemne de cela? Et moi, j'ai pas dit que j'en sortais indemne. J'en sors. J'ai pas, grâce à Dieu. Que veux-tu? J'ai que cette réponse. J'en sors pour l'instant. Mais oui. De toute manière, à chaque fois, c'est des institutions publiques en plus qui se sont acharnées sur moi. Mais ça m'ennuie justement, je travaille à l'aide sociale et je peux affirmer que ça n'est pas que moi, et c'est pour ça que j'ai autant de stimulation et de plaisir à écrire, parce que je parle pas que pour moi. Ce serait tellement moins intéressant et tellement plus anecdotique si c'était que Nadège, Erika qui racontait ce qu'on lui a fait à elle toute seule et ça arrivait à personne d'autre. Non, ça arrive à des centaines de gens en permanence, de génération en génération, et leurs enfants après eux, comme dirait l'autre, quoi. Et curieusement, c'est que des institutions publiques qui sont défaillantes à ce point-là. Et qui broient, ouais, exactement. Qui broient des Noirs. Et des Arabes. Et des autres minorités. Et ce qui est mis aussi qui est aussi dit presque en cachette dans le second roman, justement, pour poursuivre ce que vous venez de dire, c'est que justement, c'est cette jeunesse-là qui est maltraitée, parce que dans ces institutions-là, il y a énormément de jeunesse, il y a beaucoup de Noirs, beaucoup d'Arabes, beaucoup de minorités qui sont fragiles et qui sont abandonnées et qui sont perdus. Mais je pense que c'est presque, sans tomber dans une théorie du complot, ça fait partie du programme, ça fait partie du projet. Du projet, c'est normal, c'est à la trappe, quoi. C'est bon, déjà, ça fait quand même très longtemps que des sociologues nous ont appris, en d'autres mots, avec des mots plus savants, que les gens à la rue avaient quand même une fonction, c'était de nous montrer que si on se levait pas le cul le matin pour aller au boulot, on finirait comme eux. Et je pense que les gens en marge dans les institutions dont on parle, et notamment l'institution psychiatrique, ont un rôle aussi. C'est des épouvantails. Et puis, je pense que tout le monde fait pas. Il y a néanmoins des professionnels exemplaires, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de professionnels qui sont là pour exercer un certain sadisme, pour exercer un pouvoir qu'ils n'ont pas ailleurs, en fait. Et c'est très facile sur des gens plus vulnérables. Et ça, je le vois aussi, moi, dans mon métier, qui se recroise à plein d'endroits avec celui de l'institution soignante, quoi. Il y a beaucoup de gens, quand même, qui exercent nos professions pour exercer un pouvoir sur des gens déjà vulnérables et déjà abattus, quoi. Oui, c'est assez bien décrit dans le second roman, d'ailleurs. Ouais. Samy, je veux bien que tu reprennes le relais. Je reparlerai après. D'accord, ça marche. Merci, Kéra. À tout à l'heure. Merci. Merci pour la surprise. Avec plaisir. Tu connais Kéra. On t'a connu grâce à Kéra. Tu nous as connus grâce à Kéra. C'est la marraine du podcast. Voilà, c'est un plaisir pour tout le monde. Donc c'était évident. Voilà, c'était évident. On parle du premier roman, du deuxième roman. Je fais juste une parenthèse pour le peu de personnes qui ne seraient pas encore à jour. Donc, premier roman, c'est Mon Petit, paru en 2023. Et le deuxième roman, c'est Ce refrain qui te plaît, qui sort le 20 août 2025. Aux éditions HarperCollins. Voilà, exactement. Donc, il n'est pas encore sorti, ou on verra à quel moment sortira cet épisode, mais on te laisse aussi une fenêtre pour pouvoir en parler. Et qu'est-ce que tu as envie de dire de ce livre, de façon totalement libre?
C'est étrange que tu emploies cet adjectif parce que il y a un an, je crois, un peu plus d'un an, dans un autre podcast, Lorraine Bastide me demandait quelle saveur aura votre prochain roman, et j'avais répondu le goût de la liberté retrouvée. Et à plein d'égards, ce roman a en effet le goût de la liberté retrouvée, déjà par le positionnement de ma narratrice, Cora, mais j'en dirai pas plus pour le moment, mais aussi parce que c'était plus aisé, enfin, je sais pas si c'est le mot, mais je sais même pas si c'est aisé ou osé d'ailleurs. Si, je pense que c'est plus osé pour moi de parler, de partir même d'une situation de vie qui est encore mon présent, que sur mon premier roman, je partais d'une situation de vie. Mon fils, paix à son âme, il est décédé, quoi. Donc j'avais moins de précautions à prendre. Enfin, je sais qu'il y a des auteurs qui ne s'embarrassent pas de savoir ce que l'entourage va dire quand ils se servent dans la vie, dans le réel, pour écrire. Pour moi, c'est quand même moins simple et j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Donc, c'est quand même une liberté que je me suis accordée de partir de cette situation de vie et de donner ma version. Là aussi, c'est une réponse à certains dominants qui se sont sentis autorisés à juger, à me juger moi en tant que mère, et par là même, encore une fois, à juger les mères de personnes en proie à des troubles psychiatriques. Et j'ai beaucoup eu de plaisir à pouvoir leur répondre à travers cet ouvrage, même si je me suis éloignée de la symptomatologie de mon fils. L'établissement et tout ce que je décris dans l'établissement, aussi bien celui de Paris que celui du Sud, de façon très manichéenne. Il y a eu cet hôpital désastreux avec chaque fait est réel, et de façon c'est très tranchée. L'autre hôpital existe vraiment aussi, même si je l'ai un peu j'ai romancé. Il y a jamais quelqu'un qui m'a sauvée sous la pluie ou je sais pas quoi, comme je l'écris quand j'arrive à l'hôpital du Sud. Mais j'ai eu la surprise de voir cet hôpital en une sur Mediapart. Ils ont sorti un article sur eux, et quand j'écrivais sur cet hôpital, dont je peux dire le nom, je voulais pas en parler, mais dans le roman je l'ai pas appelé comme ça. Quand j'écrivais en m'inspirant de la Colombière à Montpellier, je me disais, je peux pas tout dire de cet hôpital, ils vont pas me croire, personne va me croire. Et en fait, quelques années après, maintenant, je sais pas, 7-8 ans après, je me rends compte que cet hôpital est toujours exemplaire et que j'aurais pu en dire plus, parce que, en effet, on va me croire qu'en effet, ils sont au-dessus du panier au point que on fasse des articles sur eux, quoi. Et mais j'ai mixé, là aussi, je me suis éloignée de la question, Samy. Non, c'était. Ah oui, que je décrive le roman. Librement. Ah oui, j'ai rebondi sur le mot liberté. Ouais, donc je me suis autorisée à prendre mon présent, à utiliser mon présent, à impliquer. Parce que même si, comme je disais, je me suis éloignée de la symptomatologie de mon fils, on sait quand même que je parle de mon fils, que je pars de mon fils, surtout que j'ai témoigné publiquement sur ça. Et donc c'est oui, c'est une liberté que je m'offre, en fait, face aux injonctions, aux commandements. C'est même plus des injonctions, c'est des commandements que j'ai reçus de toutes parts par des médecins. J'ai quand même un mail. C'est des choses que je peux prouver. Un mail d'un médecin qui me dit que ce serait peut-être bien que je lui laisse mon appart. Mais c'est à vous de faire votre boulot et que je laisse mon appart. C'est ce que j'ai fini par faire, ceci dit, dans le réel. Je sais pas comment le décrire, ce livre. C'est un livre sur la maternité, c'est un livre sur le poids de la maternité, c'est un livre sur la fragilité des mères dans notre société, le manque de reconnaissance des mères dans notre société, et peut-être même en France. Je suis même pas sûre que ce soit, en tout cas en France,
à coup sûr. Ailleurs, j'ai pas suffisamment voyagé et étudié pour savoir comment sont traitées les mères, mais on est quand même très mal traité en France. La femme sûre et la mère n'en parlons pas. C'est un livre sur l'état de ce qu'on appelle le parent pauvre de la médecine, la psychiatrie en France. Mais je voulais quand même souligner, je reviens à l'hôpital du Sud, c'est que à budget égal et à pathologie égale dans un même pays, quoi, le même territoire quand même, il y a des gens qui arrivent à faire leur travail exemplairement pendant qu'il y a d'autres qui maltraitent. Donc ça pose certaines questions encore de ces institutions qui broient. C'est un livre sur quoi d'autre? C'est comme à mon habitude de vie, c'est un livre dans lequel quand même j'ai pas pu faire l'économie de me marrer. Donc j'espère que d'autres y ont vu de l'humour aussi. Je pense qu'on s'en sort pas d'une vie comme ça sans un peu d'autodérision. Et voilà. Et d'une certaine manière, c'est aussi un livre sur l'amour maternel et les limites d'un parent. Parce que moi, je parle de la place d'une mère. Je pense que ça peut arriver à un père, beaucoup moins. Mais ça peut arriver à un père, c'est sûr, de se retrouver dans cette situation-là. Même si on sait que les pères désertent plus dans l'absolu et plus encore quand il y a du handicap. Ça va ma réponse? Mais, très bien. Kalina, qu'est-ce qu'on dit? Super. Et Kéra, il est là? Kéra est toujours là, ouais, bien sûr. Ok. Vas-y, Kéra. Ok. Rebonjour Nadège. Je vais reprendre la parole et je voudrais parler de ce qu'évoque le roman à un moment donné. C'est de ces figures de l'entourage qui, derrière un masque de soutien, se nourrissent silencieusement des défaites des autres, ces présences toxiques qui ne veulent pas nous voir ni sombrer, mais pas vraiment nous relever non plus, parce que quelque part la souffrance, ça les rassure eux. Est-ce qu'on peut parler de cette cruauté intime qui est presque banalisée, qui est presque sociale, et que vous racontez quand même avec pudeur dans le roman? Ben alors là, moi, j'ai pas de mots pour ça parce qu'il y a tellement de gens qui quittent le navire. Moi, là, comme beaucoup de parents, toute pathologie confondue, comme beaucoup de parents, j'ai vu avant les médecins que mon fils était malade. Et ça, il y a des centaines de témoignages sur ça. Mais je dis bien toute pathologie confondue. Et moi-même, pendant ma formation, j'ai déjà entendu un professeur de la salpêtrière dire, mais je crois que je le cite dans mon livre, ou je sais pas si je l'ai pas viré, si on écoutait plus souvent les parents, on aurait accès à des diagnostics plus précoces, quoi. Donc avant bien du monde, j'avais vu que mon fils était malade, j'ai eu des soupçons très tôt et j'en ai eu la certitude à une date que je pourrais jamais oublier parce que c'était le jour de mes 40 ans. J'avais pas voulu faire mon anniversaire, mes sœurs avaient insisté. Et bon, ce jour-là, un de mes fils, mon fils dont je me suis inspirée pour mon dernier roman, a eu, il a parlé tout seul, mais il parlait tout bas, tout seul, quoi. Et je me suis dit, mais je suis la seule à voir, à entendre et tout. Et en fait, une de mes sœurs avait vu. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai su que j'étais plus seule, à cet égard en tout cas, à avoir vu et su. Et je lui ai demandé, elle m'a dit oui. Bon, enfin, j'étais plus toute seule à avoir vu un truc qu'on qualifiait à l'époque de chelou et pas encore de pathologique. Et tout ça pour te dire, je l'ai daté, c'était l'année de mes 40 ans, je le date exprès parce que l'année de mes 41 ans, mon autre fils a eu... j'ai tendance à dire que chez moi, le malheur s'est métastasé, quoi. Mon autre fils a eu une méningite pile un an après, le jour des résultats du bac. Moi, je suis née au mois de juin. L'année d'avant, au mois de juin, mon fils parle tout seul. L'année d'après, mon autre fils a une méningite fulgurante, soins intensifs, réanimation, et il en a gardé des séquelles. Et
je dis pas que je serais incapable d'écrire un livre sur sa maladie à lui, au plus jeune, mais ce serait pas du tout la même chose. Je veux dire, là où mon fils qui a des troubles psy, on m'a jugé, on m'a injurié, on m'a montré du doigt, on m'a reproché de partir en vacances, on m'a trouvé pas assez présente à l'hôpital, on m'a trouvé trop présente à l'hôpital, je le couvais trop, d'un seul coup j'étais plus assez là. Là où on m'a fait tellement de reproches dans le cadre de la maladie psychiatrique, mon autre fils qui gardera sa maladie à vie aussi, qui est malade aussi, et qui est suivi à l'Institut du cerveau de la Salpêtrière, donc c'est sérieux, tu vois. On ne m'a jamais fait un reproche. Quand il était hospitalisé, on m'a offert des chocolats, on m'a envoyé des macarons, on m'a invité à prendre des verres, on m'a soutenu, on m'a envoyé des messages de soutien. On était de tout cœur avec moi, ceci, cela. Tout ça pour dire que... mais c'est quand même très bizarre, ces gens-là, quoi. Quand c'est la psychiatrie, c'est leur peur. Moi, je pense que tous ces gens qui m'ont mal parlé et qui me parleront mal à nouveau et qui ont parlé mal à des parents affligés et parents de personnes malades sur le plan psy, tous ces gens-là, en fait, cette méchanceté, elle parle plus d'eux que moi. Les mots qu'on m'a dit, les reproches qu'on m'a fait, ça parle d'eux, de leur culpabilité, de leur petitesse, de leur incapacité à se projeter, de leur manque d'empathie. Ça parle d'eux, ça parle pas de moi. C'est pour ça que d'ailleurs ils prennent 3 pages, un chapitre peut-être dans mon livre. Pas plus que ça. Ils doivent prendre maximum 5 pages sur 285 dans le livre. En fait, en attendant, ces gens-là, ils ont mal parlé, mais aujourd'hui, c'est moi qui suis reçue par vous, tu vois. C'est moi qui ai le micro, c'est moi qui ai la parole, c'est moi qui écris des livres, et c'est moi qui vais finir les chocobons de Kaina. Moi, je pensais aussi, entre autres, au cercle amical, au cercle familial qui déserte aussi. Mais je parle d'eux aussi, sans phare, parce que de toute manière, ceux qui n'ont pas lâché, ils savent. De toute manière, vrai reconnaissent vrai. Ils savent, ceux qui n'ont pas lâché, tu vois. Ils savent qu'ils n'ont pas lâché, ils savent que je le sais. Il y a des dédicaces dans chacun de mes bouquins et c'est pas pour rien. Et de toute manière, ceux qui ont été là, c'est toujours les gens qui te lâchent pas, en général, c'est des gens qui n'ont pas besoin de briller. Curieusement, c'est toujours ceux qui te lâchent qui ont le plus besoin d'être mis en lumière, mais ils devraient plutôt se terrer, tu vois. Donc, oui, mais j'ai pas à rougir et j'ai pas d'hésitation, même si je bégaye, à dire que j'ai été lâchée par certains membres de ma famille. Les amis, n'en parlons même pas, qui te tournent le dos, mais du ghosting, mais en série, quoi. Et bon, j'ai envie de dire tant pis pour eux, parce qu'il y a quand même eu aussi des retournements de veste. Le jour où on m'a vu à la télé ou à la radio, là, d'un seul coup, il y a eu... Je te dis pas qu'ils sont tous revenus, mais il y a eu quand même des petits comebacks assez savoureux. Et qu'est-ce qu'on leur dit à ce moment-là ? J'ai rien à leur dire. Bonjour, au revoir, merci. Merci pour les 20 balles pour le livre. Je prends 12% dessus. Non, mais j'ai rien à dire. Ni en mal, ni en bien. J'ai rien à dire de ces gens-là. Selon leur façon d'être au monde, selon leur croyance, ils auront des comptes à rendre au moment venu. Et ceux qui ne croient pas, qui se regardent dans le miroir et qu'ils voient comment ça tient ou pas. Mais j'ai rien à leur dire. C'est même pas à eux que je m'adresse quand je parle d'eux dans le livre. C'est, encore une fois, c'est montrer, c'est un tableau, c'est regarder ce qui se passe quand on traverse cette épreuve-là, quoi. Donc, n'en rajoutez pas. C'est aussi pour que les institutions n'en rajoutent pas. Ils savent déjà qu'on est tellement isolés dans ces moments-là. Et après, je pense que les cliniciens et les gens qui travaillent autour de la systémie familiale devraient aussi se pencher sur un petit peu plus sur ça, et les équipes devraient travailler plus avec les familles, parce que si les familles étaient moins isolées dans ces situations-là, il y aurait moins de déserteurs dans les familles aussi.
Parce que ça dit aussi des peurs de certaines personnes. Parce que là, je réponds de façon un peu vivement parce que je suis heurtée, que je demeurerais blessée de ça, etc. Mais ça dit aussi la peur de certains. Ça dit la méchanceté et la bassesse de certains, mais ça dit aussi la peur d'autres. Et la peur, on peut pas la juger. Parce que c'est vrai que la maladie psy, ça fait peur. Pardon ? Vous le dites très bien dans le roman. Hein. Vous dites... Cependant, je ne dis rien, je ne leur en veux pas vraiment. Comment leur en tenir rigueur? Donc oui. Ouais, en fait, une fois que la pilule est métabolisée, une fois qu'on a avalé le truc, enfin moi je vais pas courir, j'allais pas courir après eux. Déjà c'est pas mon tempérament, et en plus j'avais autre chose à faire. Tu me lâches pendant que mon fils est hospitalisé. Bouge. Lâche-moi, mais lâche-moi jusqu'au bout, par contre. Il y a pire que les lâcheurs. Il y a quand même ceux qui sont là pour les reproches. Eux, par contre, j'ai plus de rancœur à leur égard. Je préfère les gens qui m'ont... Je supporte mieux les gens qui m'ont tourné le dos que les gens qui sont restés pour faire des reproches. Eux, vraiment, pardon, mais qu'ils crèvent. Qu'ils recrèvent. Merci pour ces précisions. pour crever. Oui. C'est moi qui te remercie pour ta présence. Alors, merci beaucoup Samy, merci beaucoup Kaina, merci beaucoup Nadège d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. J'étais très heureuse, c'était important pour moi d'être là aussi. Merci beaucoup, donc, merci. C'est un plaisir pour nous. Tu pars déjà là? La flamme samarine, celle-là. Moi, je veux bien rester, mais il faut laisser la place à papa, il faut laisser la place à toi, il faut laisser la place à Nadège. Mais je suis là, t'inquiète pas, j'écoute, je ne raccroche pas. Ah, bon. Mais je rends le micro. Moi, j'ai juste une dernière question et ensuite, je te laisse avec les questions vrac. Noté. Vas-y. Je vais essayer de la faire simple. Est-ce que tes livres, c'est des lettres aussi pour tes enfants? On a compris que tu le faisais pour toi, pour les institutions, pour plein de choses, mais... Ah oui. Déjà, dès que j'ai témoigné de ça à France Inter, parce que pour moi, c'est la même chose quand je témoigne dans une émission de radio que quand j'écris. C'est le même but. Dès mon premier témoignage, je me suis dit, maintenant, je peux crever. Mais je me le suis dit vraiment comme ça. C'est fait. Et sans pathos et sans rien de mortifère. J'étais quand même dans la vie. Mais en tout cas, comme tu as dit tout à l'heure, je fais ce que j'ai à faire. Et là, je voulais laisser... une trace de... On ne devient pas... comme je l'écris dans le livre, ces mecs-là qu'on voit errer dans les rues, zoner, ils poussent pas comme des champignons dans les rues. Ils ont une histoire. En l'occurrence, moi, je raconte celle-là, mais il y en a de nombreuses autres, quoi. Donc, oui, bien sûr, c'est aussi une adresse à mes enfants. Et à la fois, comme tous les parents... tout ce que je fais en me levant le matin, c'est aussi... même les périodes où j'en ai le plus ras-le-bol d'eux, et même maintenant où les relations sont plus distanciées, on fait quand même les choses pour nos enfants. C'est viscéral. La plupart du temps. Et donc, c'est quoi la suite pour Nadège Erika? Est-ce que tu te projettes sur de la fiction, ou est-ce qu'on aura un 3e livre? Oui, j'aimerais beaucoup écrire un 3e livre, dont j'ai déjà l'idée, le sujet. Est-ce que j'en aurai la force? Et est-ce que je trouverai la forme du bouquin? Ou je ne sais pas, mais oui, j'aimerais écrire un 3e livre. Oui, et voilà. En termes de suite, faut déjà que je m'occupe de celui-là, là, naissant, ce refrain qui te plaît. Ce refrain qui me fait flipper pour l'instant, surtout. Je sais pas comment il va être accueilli, mais oui, je réfléchis à quelque chose. Enfin, j'ai plus que réfléchi à quelque chose. Ouais. Okay. Mais c'est toujours pareil. Toujours même processus. Je peux pas le faire. Mais alors que à la sortie de mon petit, quand on me posait cette question, je savais très bien où j'allais avec ce refrain qui te plaît, mais je disais pas non plus. Et là, je pourrais pas le dire. Parfait. On sait qu'il y a une suite. Et que pour toi, c'est clair, ça nous suffit. Merci. Kaina, c'est le moment, je crois, des questions vrac. Bon.
Ok. Donc, on va passer aux questions vrac. Normalement, toi, tu sais ce que c'est, puisqu'on t'a expliqué et t'as écouté pas mal d'épisodes, parce que je je pense. suis auditrice. Oui. Mais on va quand même le répéter au cas où. Pour les auditeurs. Oui, voilà. Donc, les questions vrac, c'est la séquence finale de l'épisode qui marque malheureusement la fin. C'est des petites questions qui n'ont pas vraiment de rapport avec ce que tu fais ou qui n'ont pas vraiment de rapport entre elles, qui ne sont pas classées dans des parties. Ou cette fois-ci, t'as pas besoin de faire des réponses longues. Mais si tu veux en faire, t'en fais. Mais pourquoi tu trouves que j'ai fait des réponses trop longues? Non, c'est juste D'accord. que les invités, je sais pas, il y en a à qui ça vient naturellement Ouais. de faire des réponses longues, ensuite des réponses courtes. Mais là, bref, tu fais comme tu veux. D'accord. Donc voilà, on va pouvoir commencer avec la première question. Si tu pouvais écrire un livre avec un auteur vivant ou mort, ce serait avec qui? Quel auteur? Coécrire un livre Oui. avec un auteur vivant. Alors, je vais choisir vivant. D'accord. Alors, ce serait une autrice, je pense. J'ai personne qui me vient. Non, j'ai pas d'idée. Parce que, en fait, ça me contrarierait trop. J'ai envie de faire ce que je veux. J'ai pas envie de l'écrire avec quelqu'un. Mais par contre, il y a des auteurs dont j'aurais aimé. Il m'arrive de lire des livres où je me dis, oh merde, j'aurais voulu écrire ça ou j'aurais voulu écrire ce livre. Mais par contre, je crois que maintenant, je pense que je pourrais plus jamais écrire avec quelqu'un. Ou peut-être on pourrait essayer toutes les deux. Oh, moi, je suis pas écrivaine. Moi non plus, je travaille social. Mais t'as écrit 2 livres, toi. Alors Oui, que c'est moi, non. vrai. Bon, on verra. Et que voilà, attends, je vais quand même essayer de répondre à ta question. Il y a... Non, je dis pas. Ah si, en plus, Kéra sait. Il y a pas longtemps, on s'est vus toutes les trois avec Diati Diallo. Diati Diallo. Oui. D'accord. Et je suis sûre qu'on pourrait faire quelque chose de bien toutes les deux. Mais c'est pas une demande, hein, parce que si Diati écoute le podcast, c'est pour répondre à ta question. Je trouve qu'il y a quelque chose, il y a un aller-retour qui se fait bien entre elle et moi. D'accord. Moi, ça me convient. Alors, quel souvenir as-tu de Belleville? Ah, Belleville, c'est ma peau. C'est plus que des souvenirs. Tu as vu tout à l'heure quand on arrivait ici et Samy, ton papa a dit oui, c'est à Télégraphe. J'ai dit ah vous allez à côté, alors que j'habite plus du tout à Belleville et Télégraphe c'est dans le Haut-Belleville et dans ma tête c'est à côté, alors qu'on était loin de Télégraphe déjà quand on en a parlé, que moi j'habite loin de Télégraphe, mais quand ton père a parlé de Télégraphe, donc du Haut-Belleville, je n'arrive pas à me défaire à me dissocier psychiquement, à me séparer de cet endroit. C'est ma peau. Dans mon premier livre, j'écrivais, je pourrais dormir là, par terre. Bon, je me la racontais un peu. C'est ma narratrice qui disait, parce qu'en vrai, je suis beaucoup trop toquée pour dormir par terre ou que ce soit. Mais dans le livre, j'écrivais, je pourrais me coucher par terre. Et c'est vrai que je pourrais être par terre à Belleville et pas me sentir bizarre. Ça, c'est quand même vrai. C'est ma peau. Je sais pas si tout le monde a ça avec l'endroit où il a grandi. Je pense que c'est un peu plus qu'un endroit où j'ai grandi, Belleville. On a tous un sentiment d'appartenance très fort avec le quartier ou la ville ou le village où on a grandi. Mais moi, Belleville, c'est aussi chez ma grand-mère. Et chez ma grand-mère, j'avais encore une fois du cadre, du répit, de l'électricité, du chauffage, des repas à heure fixe, tout ce dont un enfant a besoin et que ma mère n'arrivait pas toujours à nous fournir. Donc Belleville, c'est beaucoup. Quel souvenir as-tu de Porte de Montreuil? C'est chez moi. C'est pas pareil. Belleville, c'est chez moi, mais Porte de Montreuil, c'est chez moi. Je sais pas comment me dire. Porte de Montreuil, c'est l'école maternelle. Porte de Montreuil, j'étais déjà retournée. Ma grand-mère avait quitté Paris et j'étais déjà retournée vivre Porte de Montreuil quand j'étais ado. Donc, Porte de Montreuil, c'est aussi à nouveau la liberté.
parce que l'adolescence, c'est quand même une tentative de prise de liberté, un peu, tous les jours. Donc, les longues balades interminables avec la voisine du dessus, les premiers garçons qu'on trouve beaux. Porte de Montreuil, c'est aussi les puces de Montreuil, que je trouvais génial. Un marché. Tu connais le marché aux puces de Montreuil? Ou de Saint-Ouen, de Clignancourt? C'est un aujourd'hui ça ressemble plus exactement, mais c'est un marché où il y avait des brocanteurs et des fringues à pas cher, à pas très cher, des jeans 500 mythiques mais avec des défauts, donc on les payait moins cher, des Converse je crois, des baskets, et j'adorais aller traîner aux puces de Montreuil. Tu préférais Belleville ou Porte de Montreuil? Quel quartier tu préférais? Je vais pas répondre. C'est pas comme si tu me grand-mère dis, ou mère ou les maisons. Si c'est ça, c'est comme Je si veux tu dire, me demandais, tu préférais ta mère ou ta grand-mère? Non, je veux dire le paysage, Oui, je sais. les endroits, les cafés. Comme grande personne, je préfère Belleville, mais comme enfant, je pouvais pas préférer. Et ce qui fait que j'étais une enfant aussi qui allait pas spécialement bien. Parce que quand j'étais à Belleville, je voulais être à Porte de Montreuil. Quand j'étais à Porte de Montreuil, je voulais être à Belleville. Si tu pouvais écrire un message à la petite Nadège, tu lui dirais quoi? Bon, là, je vais te dire que la dernière fois qu'on m'a posé cette question, c'était à la radio et je me suis mise à pleurer. Je veux rien dire à la petite Nadège. Je veux absolument rien dire à la petite Nadège. Je veux surtout pas qu'elle puisse, qu'on la prévienne du quart de ce qui va lui arriver. D'accord. Pour toi, c'est quoi être au cœur des choses? C'est comme disait ton papa tout à l'heure, c'est faire ce qu'on a à faire. Et pour toi? Ah, pour moi, c'est vraiment être à fond dedans, vraiment savoir de quoi on parle, vraiment. Voilà, faire ce qu'on a à faire. Oui, je suis voilà. d'accord avec toi. Donc, maintenant, l'avant-dernière question. Est-ce que tu peux nous recommander un invité qui serait là à ta place? Oui. Alors, j'avais hésité entre deux, mais il y en a une que je pense qu'elle vous sera recommandée, donc on va pas la citer. Et moi, je vais vous recommander une invitée à qui j'ai pas parlé du tout du fait que je comptais la recommander. J'espère qu'elle aurait plaisir à venir vous voir. Je pense à Délicia du compte Overbooké sur Instagram. C'est une toute jeune femme d'une trentaine d'années. Déjà qui est très talentueuse, qui est brillante, qui est très bosseuse aussi. Et moi, j'aime les gens qui taffent. Et j'étais très isolée pendant au moins 1 an et demi dans mon parcours d'autrice. Je connaissais pas d'auteur racisé, pas d'autrice racisée. J'étais toute seule. J'ai eu l'impression de traverser cette première année comme une espèce d'extraterrestre. Et j'avais Délie. Je pouvais parler à Délie parce elle avait chroniqué mon livre très tôt après ma première rentrée littéraire et on avait très tôt parlé du métissage, du racisme. Elle est métisse et elle est aussi d'une grande modernité dans sa façon de penser. Moi, j'ai quand même des angles morts par rapport à mon âge, par rapport à ma culture, à ma génération, et elle m'a beaucoup soutenue. On s'est vu plusieurs fois, des fois où j'étais même pas sûre, je sais pas, peut-être tu découvriras ça en grandissant, mais j'imagine que Samy connaît ça, où des fois tu vacilles, où t'es pas sûr qu'on t'a maltraité, t'es pas sûr que c'était raciste ce qui s'est passé là, t'es pas sûr que c'est pas toi qui te fait un film ou qui te sent un peu persécuté, et c'est elle que j'ai contactée dans ces moments-là parce que je connaissais pas d'autrice racisée, et elle m'a toujours répondu, et en ça elle est précieuse pour moi. C'est une autrice? Non, elle a un compte Instagram sur c'est une comment je peux la décrire, elle est militante quand même. Elle est engagée, elle est très engagée, et elle chronique elle promeut la littérature afrodescendante, et c'est comme ça qu'on s'est connus, elle et moi. Et sinon, elle travaille dans la culture, mais ça, bon, j'espère qu'elle viendra et qu'elle vous la racontera, elle. Elle organise un festival, mi-septembre. Oui. Tu connais la date de son festival? Je crois que c'est le 12 ou le 13. Le 13.
Elle vous le dira. J'espère qu'elle va venir, parce que je lui ai pas dit que je voulais proposer. Bon, maintenant, est-ce que tu pourrais faire la même chose, mais avec une musique, Ouais. comme générique de fin pour ton Oui. épisode? Alors, c'est assez drôle et en même temps pas étonnant que vous ayez... ça rejoint le fait que vous ayez sollicité Kéra, mais je m'étais dit peut-être pas... J'hésitais entre deux chansons. Une chanson que Kéra avait utilisée quand elle avait chroniqué mon premier livre. Ouais. Et c'était cette chanson qu'Eric Clapton a dédiée à son défunt fils. Donc j'étais très touchée que Kéra mette cette chanson sur Instagram quand elle a posté sa chronique sur mon livre. D'autant qu'on se parlait pas, Kéra et moi, à cette époque-là. Ok. Et c'est une chanson que j'écoute toujours en cachette. Mais comme on a eu Kéra, j'ai pas besoin de faire de clin d'œil à Kéra à travers cette chanson. Donc, j'aimerais, pour finir cette chanson, la chanson de Fab. Je crois que c'était pour son album solo. C'était Excusez-nous. Et je pense que si les gens ont écouté tout le podcast, ils n'auront pas besoin d'explications pour le choix de cette chanson. Génial, on valide, 100%. Est-ce que je peux reprendre la parole? il faut vite dire fait Vas-y, Kéra. Alors, je vais dire quelque chose parce que Samy, étant le papa de Kainan, le pense très certainement, mais sa parole ne sera pas entendue. Mais c'est un épisode magistral. Kainat a été fulgurante, tu as été géniale. Et cette discussion entre vous deux est très très belle. Et je voudrais vraiment le notifier parce que, bon, moi j'écoute tous les épisodes forcément et je les aime tous pour plein de raisons différentes. Mais celui-là, il me touche particulièrement parce que Kainat a été superbe. Donc je veux quand même elle est brillante. notifier. Merci, Mais Kéra, c'est je vrai, confirme. c'est vrai. Il y a Elle est une vraie brillante. connexion entre les deux. C'est gentil. Bravo, Kaina, et merci. Et merci, Kéra. C'est vraiment, c'est un regard extérieur et vraiment merci à toutes les deux parce que vous avez été très belles. Donc voilà, je trouve que c'est important Merci de le beaucoup. dire. Merci beaucoup. Merci. Eh ben, merci, Donc, Kéra. bravo à vous deux. Merci à vous. Merci Bravo à d'être vous passé. trois. Merci. C'est normal. Et à très très vite. Oui, bonne Très vite. résidence Je d'écriture. À très vite. À bientôt. Merci À bientôt, Nadège. au On donne revoir. rendez-vous à tout le monde le 20 août pour la sortie de Ce refrain qui te plaît. Et Ouais. encore merci d'être venu, d'avoir accepté l'invitation et d'avoir partagé avec autant de générosité. Nous, on a passé un super moment et voilà, merci. Non, c'est moi qui vous remercie et qui salue le concept du podcast et que la parole dans ce pays où même les droits de l'enfant sont si peu respectés et ne parlons même pas de leur parole, qui donne la parole et le lead à une enfant aussi brillante soit-elle. Je trouve que c'est magnifique comme concept. Ah, et surtout, achetez son livre et lisez-le. Voilà. Vous voyez qu'elle est brillante. Eh ben, on peut pas mieux finir que ça. Merci. Je suis obligé de causer. Excusez-nous si on vous casse la tête, si on n'a pas le moral, si on est les cheveux dans vos assiettes. Excusez-nous si on est vieux avant d'avoir l'âge. Excusez-nous, on était gosses avant d'avoir la rage. Excusez-nous si on est mal poli, si on devient ce qu'on voit, c'est qu'on comprend pas tout à fait ce qu'on vit. Si tu comprends pas tout à fait ce qu'on dit, alors excuse-nous. Et si tu crois qu'on ment, accuse-nous. Excusez-nous si on se casse la tête, si on se cache pas, si les mots qu'on dit on les mâche pas. Excusez-nous si on veut davantage. Et puis excusez-nous, on en a marre de voir des frères en cage. Excusez-nous si on se répète, mais quand on regarde à la fenêtre, on voit dans celle d'en face qui reflète l'image du voisin qui regarde chez nous. Alors excusez-nous si quand on regarde ailleurs, on voit que nous. Excusez-nous si on est en mission, si vous comprenez pas. À la maison, nous, on n'apprenait pas. Excusez-nous.